Le match dans le match reçoit ce soir un grand nom de la natation française, vice-champion olympique du 4x100 mètres nage libre en 2008. Il a également été recordman du monde du 50 mètres nage libre, petit et grand bassin. Frédéric Bousquet est notre invité. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, merci. Comment ça va ? Ça va très bien, très bien, merci. On va reprendre votre histoire avec la natation depuis le début. Ça a commencé à quel âge pour vous ? Ça a commencé un peu tardivement pour moi. Je jouais au ballon, je jouais au football à partir de l'âge de 6 ans et jusqu'à 11 ou 12 ans en club. Et en fait, j'ai eu quelques problèmes de santé liés à ma croissance. J'ai eu une croissance qui était assez rapide à cet âge-là et une fragilité osseuse qui s'est installée. Donc au bout d'un an, où ma mère, après chaque match ou quasiment chaque entraînement, m'amenait aux urgences pour me mettre un plâtre au bras, à la cheville, au genou, etc. On a fait des examens un peu plus poussés et les médecins lui ont annoncé la grande nouvelle en lui disant « Votre fils a une fragilité osseuse, il faut le préserver un petit peu jusqu'à la fin de sa croissance, donc plus de sport type violent ou à contact, genre le foot par exemple. » Et donc là, ça a été, ma mère a été en panique véritablement face aux médecins en leur disant « Mais vous avez vu l'énergumène à côté de moi, il peut pas rester en place plus de 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'il peut faire comme sport ?» Et c'est là où ça a été c'est tombé pour moi où les médecins ont dit bien il peut faire de la danse ou de la natation. La danse, non ? En fait, quand ils m'ont dit ça, et c'est toujours vraiment ce qui est resté dans ma tête, quand ils ont dit danse, j'ai vu tutu. Et quand ils ont dit natation, j'ai vu le petit maillot, pour rester poli, ou le terme qu'on utilise d'habitude. Le slip. Et entre les deux, il n'y avait rien. Et donc par dépit, je l'avoue, ça a été natation, poussé par ma prof de sport à l'époque au collège. Elle s'appelle Madame Sabaté, qui était une amie également de ma maman, qui lui dit « Mais amène Fred avec moi à l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire, les mercredis après-midi, je le ferai nager un petit peu et petit à petit, peut-être qu'il se prendra au jeu. » Et ça a été le cas. Au bout de quelques mois, à passer mes mercredis après-midi dans l'eau, ça me plaisait. Et surtout, ma prof de sport a donc vu en moi une certaine capacité. Donc elle s'est rapprochée à nouveau de ma mère en lui disant « Je pense que ton fils a intérêt à l'inscrire en club parce qu'il y a quelque chose à faire. » Et l'année suivante, donc l'année de mes 14 ans, je suis rentré en club, au club de Canet 66 Natation. Un club que vous devez connaître ici à Monaco, puisque Canet fait partie du Tour du Mare Nostrum. Mare Nostrum, bien sûr. Monaco en est une étape emblématique et Canet en fait partie également. Et c'est là que j'ai démarré en club. Est-ce que votre premier souvenir avec l'UNSS, vous vous êtes dit « Non, c'est pas pour moi » ? Non, alors mon premier souvenir a été de je m'occupe, je m'amuse dans l'eau, c'est plutôt cool d'être dans l'eau, on est en apesanteur et c'était plutôt du ludique à ce moment-là l'UNSS. Notre prof de sport nous encadrait, mais on n'était pas dans tout ce qui peut être lié à la contrainte du sport de haut niveau sur la discipline, la technique, etc. C'était plus on va s'amuser, vous allez découvrir ce sport à travers des jeux, etc. Et l'UNSS m'a permis de faire mes premières compétitions donc interscolaires. Et malgré une technique douteuse, exactement, j'ai connu mes premières victoires. Et c'est là que, en goûtant à ces victoires, j'ai appris à aimer ce sport à travers les victoires, dans le sens où ça me valorisait moi. Où auparavant, j'étais au sein d'une équipe de joueurs de foot, enfin des enfants qui jouent au ballon plutôt, mais j'avais un poste en tant que milieu défensif ou stopper, donc pas un poste qui mettait en avant particulièrement le joueur. Donc du coup, si on gagnait, c'était grâce à, et si on perdait, c'était à cause de, mais j'étais toujours au milieu. Non. Là, les victoires, elles m'appartenaient. Et ça m'a plu, et j'ai goûté à ça, et j'ai voulu regoûter à ça, et j'ai voulu continuer. Plus jeune, est-ce que vous aviez des idoles ? Vous le disiez, votre premier sport, c'était le foot, après il y a eu la natation. Est-ce que vous aviez des idoles dans le sport ? Oui, dans le sport, bien sûr. Dans le foot, évidemment. Mes idoles, c'était l'Olympique de Marseille. L'époque de Bernard Tapie, l'époque de la Champions League. Basile Boli. Voilà, donc on les cite. Jean-Pierre Papin, évidemment. Basile Boli, encore plus. Chris Waddle, pour ses dribbles. Et sa coupe de cheveux. Aussi, peut-être moi. Il y avait Abedi Pelé. Il y avait William Prunier. Il y avait Angloma. Il y avait toute l'équipe. Dimeco, ça faisait du bien. Dimeco, évidemment. Enfin bon, c'est des gars qui
c'est des noms qui résonnent en moi et j'ai eu la chance d'en recroiser pas plus tard que la semaine dernière. Je les idolâtre toujours parce que ils me ramènent dans mon enfance et ce que j'ai vécu, ce que j'ai vibré à travers leurs matchs, à travers leurs performances. J'avais le drapeau de l'OM dans ma chambre, j'avais un petit classeur que j'ai toujours, un petit classeur rouge. J'étais allé les voir à Font-Romeu puisque moi je suis originaire de Perpignan. Et ils faisaient leur stage de reprise en début de saison à Font-Romeu. Et j'étais allé avec mon meilleur ami d'enfance où on était tous les deux sur les béquilles, tous les deux dans le ballon, et tous les deux sur les béquilles. Et le maître d'hôtel où l'équipe séjournait avait eu pitié de nous, entre guillemets, parce que tout le monde était à l'extérieur, tout le monde était attroupé, les journalistes et les fans. Mais il nous avait laissé rentrer, on avait pu avoir un moment privilégié avec les joueurs qui, je pense, descendaient de leur sieste. Et ils nous avaient tous signés. Et j'ai toujours ces signatures, j'ai toujours ça. Moi, je suis toujours fan de l'OM de cette époque. Ensuite, évidemment, en transitant dans la natation, eh bien, j'ai eu d'autres idoles. Alexander Popov, évidemment, puisque je me suis... Étonnant que vous citiez un sprinter. Eh ben oui, je me suis naturellement, moi, tourné vers le sprint. Donc, Alexander Popov a été une figure emblématique pour moi pendant de longues années. Et des contemporains à Popov comme Vanden Hougenband, Jan Torp aussi. Alors, Vanden Hougenband est arrivé un peu plus tard et où moi aussi je commençais ma carrière internationale. Donc, ouais, il y avait un côté, je l'admire, mais je suis pas fan parce que... C'est mon concurrent. J'étais loin de lui à ce moment-là, mais j'aspirais à un jour le battre ou si c'était pas dans sa génération ou si j'arrivais pas à le battre pendant qu'il nageait encore, à le passer au niveau des chronos. Donc, c'était une autre forme d'admiration. Et vous, à quel moment vous avez senti que vous aviez les capacités à devenir pro ? J'ai pas ressenti. Jamais j'ai pas ressenti avoir la capacité de devenir pro. Par contre, il y a un moment où j'ai commencé à rêver. Et c'est à quel âge ça ? Ça a été en 96, pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Je suis en vacances avec mon papa. Donc vous avez 15 ans, 96. J'ai 15 ans, ouais. Et je suis en vacances à ce moment-là avec mon papa au fin fond de l'Espagne, dans un bled paumé qui s'appelle Las Negras, qui est cloisonné au milieu de... Il y avait quand même la télé ? Non, justement, il n'y avait pas la télé et on suivait les courses de natation à la radio, du petit bar à côté de la plage, donc avec les commentaires en espagnol que je ne comprenais rien, moi, du haut de 15 ans, mais que mon père, catalan de souche, arrivait à m'interpréter. Donc j'ai suivi les exploits, donc, notamment de Popov, face à Gary Hall Jr., l'enfant intrépide américain. J'ai suivi également les exploits de Denis Pankratov, qui était l'adversaire de Franck Esposito à cette époque-là, ou de Denis Selkov. Je cite beaucoup de Russes parce que... Et du papillon aussi. Et du papillon aussi, ouais, mais parce que les Russes étaient la figure emblématique de la natation et qui venaient régulièrement en plus au Mare Nostrum, donc j'avais l'occasion d'admirer. C'est à ce moment-là, donc en 96, que je découvre véritablement les Jeux Olympiques. J'en avais pas du tout de ressenti auparavant. Pour moi, il y avait que le foot. Et donc, je découvre le mouvement olympique. Je découvre la magie des Jeux Olympiques. Et c'est là que je me prends à rêver de vouloir un jour participer aux Jeux Olympiques. Et c'est là que, sans avoir la conscience ou l'état d'esprit ou même la volonté de me dire j'ai ce qu'il faut pour y arriver, non, j'en rêve. Et je pense que du haut de mes 15 ans, mon rêve a pu devenir réalité parce que je me suis pas, justement, j'ai pas porté de réflexion plus poussée à me dire est-ce que je pourrais. Je me suis pas posé la question est-ce que je peux. Je me suis pas posé de limites, je me suis pas mis des barrières. J'ai dit je rêve, donc je vais. 7 ans et 8 mois après ces Jeux d'Atlanta, on est en mars 2004, alors que vous êtes en NCAA, vous battez le record du monde du 50 mètres nage libre en petit bassin, chrono de 21 secondes 10. C'était une surprise pour vous? Pas du tout. Non, c'est une surprise à ce moment-là. C'est une surprise parce que mes références chronométriques en petit bassin à ce moment-là, elles étaient bien éloignées de ce record du monde. Maintenant, je savais que j'étais en pleine progression. Je venais de rejoindre les États-Unis. J'avais rejoint les États-Unis en été 2002 et intégré l'université d'Auburn en janvier 2003. Qui est une référence pour la natation. Qui était à cette époque-là une référence pour la natation. Qu'il est devenu en même temps que mon arrivée aussi, puisque c'est à partir de 2003. Non, vraiment pas. Non, parce que c'est vraiment une équipe incroyable. Non, l'entraîneur en chef de cette équipe est une personne emblématique qui s'appelle David Marsh, que j'avais eu l'occasion de rencontrer donc
2 ans avant mon arrivée aux États-Unis, lors des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Il est à ce moment-là non seulement l'entraîneur en chef de l'équipe universitaire d'Auburn, mais aux Jeux Olympiques de Sydney, il est l'entraîneur en chef de l'équipe américaine. Et il me voit donc débarquer avec l'équipe de France. Et à ce moment-là, un autre nageur que vous connaissez aussi très bien à Monaco, qui s'appelle Romain Barnier, puisqu'il est passé par les lignes d'eau monégasques, lui s'entraînait déjà et évoluait déjà natation française, grand à tous les niveaux, d'un point de vue athlétique, mais même en tant que manager et encore plus en tant qu'entraîneur. Et je dirais encore plus en tant qu'humain. Mais Romain évoluait déjà dans l'équipe universitaire d'Auburn depuis 1999. Donc David va le voir au bord du bassin et lui dit « Fred, il a un profil qui m'intéresse, il en est où de ses études, il est encore au lycée, il a passé le bac, pas le bac, etc. Je voudrais que tu le recrutes, je voudrais qu'il vienne. » Et donc Romain fait un travail là-dessus. Romain a un très fort pouvoir de persuasion, mais je mets du temps. Je mets du temps parce que déjà, quand je suis au jeu, je vais commencer ma terminale. Donc, il n'y a pas de question qui se pose. Tant que j'ai pas mon bac, je bouge pas. Et puis, j'obtiens mon bac l'année suivante, non tant bien que mal, puisque je passe le bac par correspondance. À ce moment-là, malheureusement, en France, c'est un peu toujours le cas aujourd'hui. Les structures d'accompagnement pour un athlète de haut niveau qui a le devoir de s'entraîner une douzaine de fois par semaine ne permet pas de concilier études et sport de haut niveau dans un établissement traditionnel, classique. Donc, avec le club d'Antibes, le club dans lequel j'ai évolué à l'époque, une solution avait été amenée par un acteur extérieur où il avait créé une structure qui s'appelait le CEBA, où l'ensemble des athlètes, il n'y avait pas uniquement les nageurs, mais il y avait également les gymnastes, les basketteurs et les trampolinistes, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Personnes qui font du trampoline. Voilà. Venaient. Alors, il y avait des cours qui étaient donnés par des étudiants, comme des tuteurs, et on suivait le programme proposé par le CNED. Nos classes se résumaient à des algécos sur un vieux terrain de basket désaffecté à Antibes, et on a eu ce cursus, on a eu cet accompagnement qui nous a permis je crois que taux de réussite, et pourtant on est partis tous de très très loin, mais je crois qu'on était à 99% quand même de taux de réussite au bac. Donc c'était une véritable victoire, déjà pour nous individuellement, mais surtout pour la personne qui avait mis en place ça, parce que on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Donc le bac en poche, vous pouvez penser à la natation à plus long terme. Exactement, mais j'ai tellement galéré, si vous voulez, pour arriver jusqu'à ce bac, que je dis à Romain, et donc par l'intermédiaire de Romain, à David Marche, je leur ai dit, je veux faire une année où je me focalise uniquement sur la natation. Je veux rester à Antibes, je veux me focaliser uniquement sur les entraînements et les performances. Donc je fais ce choix-là. Je ne fais rien d'autre que nager. Et je me rends compte à ce moment-là, à mes dépens, que entre guillemets, de mettre tous ses œufs dans le même panier, ça crée une sorte de dimension un peu plus intense et où tout repose sur une seule et même chose. Donc avec ça vient la pression et vient toute ma vie se repose uniquement sur mes performances en natation et ce qui n'a pas été bon pour moi en l'occurrence. Et puis avec la volonté aussi d'avancer sur le plan académique. Donc l'année suivante, je m'envole pour les États-Unis pour reprendre mes études. Et les Jeux, vous les découvrez en 2004 ? Non, les Jeux, je les découvre en 2000. En 2000, ouais, oui, mais vous, en 2004, vous les redécouvrez, à Athènes. Quel souvenir gardez-vous de ces deux premiers Jeux, Sydney puis Athènes? C'est des souvenirs très différents les uns des autres. Chaque Jeux Olympiques que j'ai vécu ont été vraiment différents les uns des autres d'un point de vue émotionnel et expérience en tant qu'athlète. On voit votre palmarès en même temps. En tant qu'athlète, mais également en tant que personne. Les Jeux Olympiques de Sydney resteront gravés en ma mémoire à jamais, puisque c'est le Graal à ce moment-là pour moi. Comme je vous l'ai dit, en 96, je commence à rêver de participer un jour aux Jeux Olympiques. Et j'ai la chance, 4 ans plus tard, avec seulement 5 petites années de natation derrière moi. Et vous avez 19 ans, vous avez encore vos yeux d'enfant. Ouais, mais complètement. C'est un petit peu comme la première fois que je suis allé à Disney, ou que j'ai amené ma fille à Disney. J'ai revu dans ses yeux le regard que j'avais quand j'ai débarqué à Sydney. Tout est immense, tout est incroyable, tout est tourné vers le sport, tout est tourné vers la performance, et surtout, c'est la famille du sport qui se retrouve dans la même enceinte et qui est là pour
faut vivre des émotions fortes. Et évidemment, tout le monde est là avec ses objectifs individuels, mais tout le monde est là pour partager les valeurs du sport et la fête du sport. Et c'est un moment incroyable. Athènes, j'y arrive avec un autre état d'esprit, puisque je me dis, je suis plus aguerri, j'ai 23 ans, je viens de battre le record du monde du 50 nage libre en petit bassin, je commence à me faire un petit nom sur la place internationale. Donc je me dis, c'est du petit bain et le grand bain, bon, il y a quand même une différence, mais il faut au moins que j'arrive à me qualifier en finale du 50, vivre ça, etc. Et puis j'échoue à Athènes pour la finale. Je crois que je fais le 2e temps des séries le matin. Donc je suis plutôt content. Je crois que c'est la première fois. 10e temps des demi derrière. Et 10e temps des demi. 10e temps. Mais je découvre également le contexte international et tout ce qui l'accompagne. Et c'est pas pour me cacher derrière une excuse, mais plus pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est que je perds véritablement mes moyens juste avant la demi-finale. On est dans la chambre d'appel. Donc je me retrouve avec les 16 meilleurs mondiaux sur le 50, enfin les 15 autres meilleurs mondiaux sur le 50 nage libre. Déjà, ça bat fort. Je vois des mecs comme Popov, je vois des mecs comme Hoogenband, et je vois Garriol Junior qui débarque dans la chambre d'appel. Garriol Junior, pour vous le resituer, c'est quasiment 2 mètres de haut, c'est vice-champion olympique du 50 et du 100 mètres nage libre. Un charisme naturel. Un charisme et surtout une attitude déroutante. C'est-à-dire que le gars arrive avec un short de boxeur, les gants de boxe et l'espèce de peignoir, mais tout drapé à l'américaine. Et il vient me voir. Moi, le petit Français, le petit Bousquet, dans mon petit coin, en train d'essayer de me concentrer, de me dire « ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire ». Il vient me voir, il me serre la main, il me dit « tu t'appelles Fred Bousquet, hein, c'est ça ?» Je dis oui, bonjour monsieur. Je sors un monsieur à ce moment-là. Je dis mais aucune crédibilité, Fred, c'est ton adversaire, ne l'appelle pas monsieur. Mais il vient me voir, il me dit c'est bien hein, ce que tu as fait ce matin. Tu as fait le 2e temps, c'est bravo. Hein. Et puis en plus, tu as battu le record du monde cet hiver. Tu es champion NCAA. Tu vas sans doute devenir champion olympique demain. Et là, il me dit ça et en fait, mes jambes se coupent complètement. Et il me dit mais il en faut beaucoup pour être champion olympique. Et il me dit... Ça s'apparente à du trash talk. Hein. Ah ouais, complètement. Et il me dit good luck. Voilà. Good luck. Et là, en fait, good luck, terminé, quoi. Enfin, je fais pas une contre-perf exceptionnelle, hein. Je suis à, je crois, 1/10 ou 2 du temps que je réalise le matin, mais je passe pas le cap. Et j'arrive pas à me transcender. Donc là, je me dis, ok, t'es en train d'apprendre, mec. T'es en train d'apprendre. Mais c'est pas grave, à charge de revanche. C'est dans les échecs, entre guillemets, ou les défaites, plutôt, je dirais, dans les défaites, que j'ai beaucoup appris. 4 ans plus tard, à Pékin, il y a une médaille d'argent sur relais, 4 x 100. Quel est le premier sentiment? On se souvient de cette course mythique. Est-ce que c'est la joie d'avoir une médaille ou la déception d'être si près de l'or? Le premier sentiment, et c'est un sentiment qui va mettre beaucoup de temps à partir, c'est la déception. C'est la déception d'arriver si près de créer la surprise, de réaliser l'exploit et d'échouer à 8 centièmes. À 8 centièmes de ce titre olympique. Alors, pendant longtemps... Vous, personnellement, vous faites un relais monumental. Ouais, moi, ça se passe bien. Autant sur les séries que sur la finale, j'arrive à faire le job. Et c'est vrai que quand je prends le relais... je crois qu'on est en 3e ou 4e position et je suis le 3e relayeur au sein de l'équipe de France et je donne le relais à Alain et on est premier et je crois qu'on a 6 ou 7 dixièmes d'avance. Après, ça c'est anecdotique parce que l'impact que chaque relayeur a dans la course, elle est vraiment, j'ai pas fait un exploit. J'ai pas été, j'ai fait une bonne course, mais c'est pas moi qui... C'est de la surperformance. Non, c'est pas de la surperformance et je suis pas le super-héros qui remet le relais français en première position. C'est juste que il faut voir toute la course dans son contexte, remettre dans le contexte et prendre en considération les autres relayeurs qui sont à mes côtés à ce moment-là, qui nagent pour les équipes adverses et que il se trouve que le relayeur américain qui était à la même position que moi était un peu leur point faible au niveau des Américains. Très bon nageur, hein, Colin Jones, incroyable nageur, champion du monde du 50 nage libre, très bon nageur, mais je savais que c'était un peu le point faible. Donc je sais que si pendant la course, si on regarde un peu plus d'un point de vue technique, je savais avant de partir qu'il allait être devant moi, mais je savais que si je voulais lui faire mal moralement, il fallait que je passe dès le premier 100 mètres, dès le premier 50. Et c'est pour ça que je fais un effort, je crée un effort supplémentaire, je sors un peu de ma course, ma stratégie de course individuelle, pour aller le chercher à lui,
le déstabiliser. Et ce qui se passe, c'est que en le déstabilisant, moi, ça me fait du bien moralement. Je sais que je suis en train d'accomplir ce qu'il faut. Et donc, du coup, ça me relance pour le deuxième 50 et j'arrive à tenir ce 100 mètres jusqu'au bout et donner le relais dans la meilleure disposition possible à Alain. Un an plus tard, vous devenez le premier homme à passer la barre mythique des 21 secondes. Vous êtes sous les 21 secondes sur 50 mètres. On n'a plus beaucoup de temps, donc je rappelle l'information. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Marseille, où vous avez fait partie des relayeurs de la flamme. Ouais. Qu'est-ce que ça procure comme émotion quand on a été un athlète qui a participé à tant de JO? Il suffit de regarder la photo et la banane que j'ai, j'arrive pas à m'enlever ce sourire parce que honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais très honoré d'avoir été choisi en tant que relayeur de la flamme. J'étais très content de pouvoir participer à cette fête et aux prémices de cette fête olympique qui va se dérouler dans quelques semaines maintenant désormais. Vitesse, ouais. Mais ce sentiment au moment où j'ai la flamme en main, et tous les souvenirs qui remontent à la surface, toutes les émotions qui remontent à la surface de toute ma carrière, des Jeux Olympiques, de tout ce que j'ai vécu, m'ont envahi et j'ai été débordé émotionnellement pendant toute la partie où j'ai porté la flamme. Vraiment, c'est un moment inoubliable que j'ai vécu. Je suis très heureux et très fier quelque part d'avoir eu la reconnaissance de mes pairs pour avoir été appelé à faire partie de ce relais de la flamme. Et d'avoir vécu ça et partagé ça avec tous les grands noms du sport français. On sent encore l'émotion dans votre voix. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses. Je sais que vous allez être très occupé jusqu'au jeu sur le plan pro et sur le plan perso. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous avec TV Monaco. Ciao.